44% de femmes à la télévision et à la radio confondues. C'est un petit peu plus. Je perçois que les médias ont beaucoup plus ce réflexe-là de convoquer et d'élargir aussi leur réseau. On va parler de la représentation de la femme dans le numérique et je voudrais accueillir à mes côtés Antoine Tabar, secrétaire général de l'Arcom Occitanie. Merci d'être là à nos côtés ce matin. On va évidemment parler de la représentation de la femme dans le numérique, mais je voudrais que vous puissiez nous parler de la représentation de la femme dans les médias, parce que évidemment il y a les médias numériques aujourd'hui, mais c'est un vrai combat d'installer plus de femmes dans les médias, et vous y travaillez à l'Arcom, l'ancien CSA, hein, exactement. Pour tout le monde. Hein. Alors bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de me donner la parole. Alors effectivement, l'Arcom, donc en un tout petit mot, est le successeur du CSA, ex-Conseil supérieur de l'audiovisuel, et de la Hadopi, deux autorités qui ont fusionné il y a un petit peu plus d'1 an pour devenir donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et donc l'Arcom a hérité des missions sur la question de la représentation des femmes, des missions qu'avait précédemment le CSA. C'est un sujet effectivement sur lequel on travaille depuis notamment 2014, parce que le législateur nous a confié cette mission, a bien voulu nous donner cette lourde tâche, que de faire en sorte que la place des femmes et la représentation des femmes soit la plus égale possible, la plus représentative de la société possible dans les médias audiovisuels. Et donc c'est à ce titre-là que l'Arcom, tous les ans, par divers moyens dont on peut reparler, intervient sur la question de la représentation des femmes dans les médias audiovisuels, encore une fois au sens large, c'est-à-dire traditionnellement radio et télévision, avec un champ d'action qui s'élargit depuis quelque temps maintenant sur les médias dits numériques, mais c'est essentiellement sur les médias traditionnels que nous travaillons sur ce sujet-là. Vous allez nous parler évidemment des actions que vous conduisez au sein de l'Arcom, et quelques chiffres peut-être. Est-ce que ça a vraiment évolué? Est-ce qu'on en est très très loin? Il y a encore un gros chemin à faire, à mener? Alors oui, il y a évidemment encore un gros chemin à mener, pour autant, comme beaucoup l'ont déjà dit, beaucoup de travail a déjà été fait. Alors peut-être un petit point de méthodologie sur la façon dont on fonctionne sur cette question de représentation des femmes. Donc la loi a prévu que l'Arcom a pour mission de faire respecter une juste représentation des femmes dans les médias audiovisuels, et pour cela, les médias prennent des engagements chiffrés dans le cadre de conventions qu'elles signent avec l'Arcom, et nous vérifions tous les ans par le biais d'un rapport annuel notamment que nous publions, dont le plus récent a été publié il y a quelques semaines pour l'année 2022. Nous publions ces chiffres pour donner une image un petit peu globale. Alors vous m'avez demandé quelques chiffres. Effectivement, ils sont, je vous en abreuverai pas, mais quelques-uns néanmoins pour donner l'image la plus claire possible. On travaille sur deux choses. Premièrement, la représentation en tant que visage, la représentation en tant que personne présente à l'antenne, et la représentation, et c'est un ajout depuis peu de temps, en termes de temps de parole, puisque évidemment on peut voir, on peut entendre, l'un ne va pas sans l'autre, et parfois l'un va sans l'autre, et ça ne donne pas juste représentation. En termes de place de la femme, en termes d'image, on est aujourd'hui sur des chiffres autour de 44%. 44% de femmes à la télévision et à la radio confondues. C'est un petit peu plus à la télévision, 46, que pour la radio, 42. C'est des chiffres qui sont en net progrès par rapport à 2016 notamment, puisqu'on était à 38% en 2016. Alors on n'est pas encore à la parité, on n'est pas encore aux 50% qui évidemment devrait être l'objectif à atteindre, et qui sont l'objectif à atteindre. On n'en est pas là, mais on est en progrès. En termes de temps de parole, on est assez loin en revanche, même si on atteint pour aujourd'hui 36% de temps de parole à l'antenne, radio, télévision confondues encore une fois, avec des chiffres qui sont à peu près équivalents en radio et en télévision, avec un satisfecit particulier pour le service public qui se démarque, puisque c'est à peu près 42% pour le service public et 32% pour le privé. Voilà pour les grandes masses, et ensuite on peut rentrer peut-être un petit peu dans le détail si vous le voulez, puisqu'on affine cette réflexion, notamment en termes de rôle joué par la personne à l'antenne, et de l'image qu'elle donne et du rôle qu'elle joue et sur lequel elle est convoquée. Déjà par genre de programme, on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences
Le genre des magazines, par exemple, est bien plus pourvu en femmes, si je puis dire, que le genre du sport. On a fait ce travail-là, genre par genre, pour voir s'il n'y avait pas des domaines dans lesquels, des genres de programmes dans lesquels les femmes étaient plus souvent cantonnées. On s'aperçoit que c'est une majorité de femmes dans les magazines, qu'en revanche, autour de 51%. En revanche, pour le sport, on est sur des chiffres autour de 21%, qui sont évidemment très très insuffisant. Je parlais de rôle joué ensuite par la personne à l'antenne. Sur ce point-là, on a fait des chiffres en fonction du rôle de la personne. Donc en ce qui concerne les présentatrices, un rôle important à l'antenne, c'est environ 50% là aussi, 50% en télévision, 42% en radio. On est sur des chiffres qui sont assez satisfaisants. Sur le rôle d'experte, et j'ai beaucoup entendu parler depuis ce matin, et c'était passionnant, de rôle modèle, et c'est vrai que l'image que retranscrivent les médias de la femme et du rôle qu'elle joue doivent évidemment s'emparer de ça. Sur le sujet des experts, donc les personnes convoquées pour apporter une expertise sur une thématique particulière, c'est environ 45% des experts convoqués qui sont des femmes aujourd'hui, télévision et radio, et on a une hausse assez significative de 2 points par rapport à l'année dernière sur ce sujet-là, ce qui montre une tendance très, très satisfaisante. En revanche, évidemment, si on affine un petit peu sur la thématique sur laquelle interviennent ces experts, on s'aperçoit malheureusement que les expertes femmes sont souvent convoquées sur des sujets traditionnellement dans l'image rattachés aux femmes, bien malheureusement. C'est pour ça que sur les sujets, par exemple, d'éducation et de faits divers, on a beaucoup de femmes qui interviennent en tant qu'expertes, c'est autour de 60%. En revanche, et on est là sur la thématique spécifique de la journée, sur la place des femmes en tant qu'expertes en matière de technologie, on est sur des chiffres qui sont très très insuffisants, puisque c'est environ 25% des experts convoqués sur la thématique technologique au sens large qui sont des femmes. Voilà, donc des chiffres encourageants, assez disparates selon les genres et les rôles, mais qui néanmoins augurent de bons progrès. Alors, il y a eu un mouvement d'humeur pendant le Covid, puisque beaucoup d'experts étaient des hommes pendant le Covid, pendant les mois de Covid, où on voyait sur les plateaux télé de toutes les chaînes d'infos des hommes, imaginant qu'il n'y avait pas de femmes qui pouvaient parler du Covid. Si, évidemment, elles étaient bien présentes, mais on ne les invitait pas à venir sur les plateaux. Ça a changé, ça, sur les chaînes d'infos, quand même, hein. Oui, alors ça a changé. Globalement, la tendance est effectivement bien meilleure. Alors la période du Covid, une période à mettre un petit peu, je ne vais pas dire entre parenthèses, mais en tout cas qui n'est pas forcément significative de la tendance générale dans beaucoup de choses d'ailleurs, mais a fortiori dans les médias. Mais vous faites bien de remarquer effectivement que sur ce sujet-là, ça a été particulièrement criant. Oui, les choses changent et progressivement, on s'aperçoit que les médias ont beaucoup plus ce réflexe-là de convoquer et d'élargir aussi leur réseau. Et je parle là sous le contrôle des acteurs des médias, mais effectivement ce réflexe-là, ce réflexe femme, lorsque l'on pense technologie, lorsque l'on pense numérique par exemple, est un réflexe qui doit s'acquérir progressivement, sans doute pas assez vite, mais qui est en phase d'acquisition. Comment agissez-vous sur les patrons, sur les décisions des patrons des chaînes d'infos, des grands groupes de radio? Est-ce que vous appelez Fogiel à BFM TV pour lui dire non, là, 42%, ça ne va pas le faire, il faut passer à 50%? Ou est-ce que vous appelez Sybille Veil à la tête de Radio France? Alors, comment ça se passe? Ils n'appellent pas forcément directement. Non, j'ai bien compris. Non, comme je le disais, les chaînes et les radios, les télévisions et les radios, il faut leur tirer un coup de chapeau pour cela, sont très investis sur la question et donc font leurs meilleurs efforts en la matière. Encore une fois, parfois insuffisant. Comment est-ce qu'on fonctionne? Tout simplement parce que les radios et télévisions prennent des engagements, donc par le biais de leurs dirigeants, qui signent des conventions régulièrement avec l'ARCOM, et c'est donc au plus haut niveau que ces engagements sont pris. Ça ne se joue pas au niveau de tel journaliste, de tel animateur qui prendrait lui-même ces engagements-là. C'est vraiment des logiques de groupe sur lesquelles les groupes sont à la fois très investis, à la fois demandent un petit peu de temps aussi pour faire progresser les choses. Voilà, donc ça se passe à très haut niveau évidemment, et ce rapport annuel que nous publions est à chaque fois le petit aiguillon ou le gros aiguillon, j'espère, nécessaire pour les inciter à faire encore mieux tous les ans. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais donner une petite initiative. Alors, pardon de parler de Midi Libre, mais j'en profite parce que j'ai le micro depuis tout à l'heure. Nous avons lancé, alors c'était un vrai sujet de réflexion au cœur de Midi Libre, puisque nous nous étions rendus compte que la place des femmes dans nos journaux et sur notre site midilibre.fr était totalement insuffisante quand il s'agissait de solliciter des experts. Les experts hommes, habituellement, on
n'ont pas besoin d'être sollicités, ils sont devant nos portes. Chaque fois qu'un sujet s'inscrit dans l'actualité, soyez assurés que les hommes nous préviennent qu'ils sont évidemment disponibles pour répondre à toute interview que nous pourrions lancer. Côté femmes, c'était plus difficile. Et donc j'ai lancé, il y a 5 ans, avec Christine Ginel, mon assistante, le fil rouge, et avec un impératif. Il n'y a pas un seul sujet sur lequel on ne sollicite pas la parité. Il faut impérativement que la femme soit présente dans l'expertise. On fait en sorte, par exemple, dans tous nos débats, et nous en organisons beaucoup à Midi Libre, tous nos débats, nos forums, nos rencontres, qu'il y ait cette parité. Ce n'est pas si simple, parce que vous le disiez tout à l'heure, Sabrina, il y a des sujets sur lesquels les femmes ne se sentent pas suffisamment en confiance. Donc il faut les rassurer. Mais depuis 5 ans, nous avons nos expertes qui sont bien présentes. Et nous avons lancé dans ce fil rouge une initiative complémentaire, et je m'arrêterai là, c'est l'idée de marrainer des femmes qui arrivent sur le marché du travail. Parce qu'en réalité, vous le disiez vous-même, les femmes qui sont installées dans un parcours, évidemment, elles ont su comment il fallait parfois trouver les codes. Mais celles qui arrivent sur le marché du travail, c'est très difficile. Et donc on essaie de marrainer ces femmes qui sont à des postes clés demain, qui seront directrices, qui seront patrons d'entreprise, et de trouver les bons codes et les bons chemins. Mais ça passe, et je le maintiens, je le confirme, par la direction des entreprises. En tant que patron de rédaction, si on ne prend pas la décision que des femmes soient à la une dans nos sujets et en expertise, on peut attendre. Tout à fait. Alors il y a simplement un dernier petit point que je voulais ajouter, qui est un petit peu à côté de la question de la représentation en tant que telle, mais qui est un point sur lequel l'ARCOM intervient aussi, c'est que, encore une fois, le législateur nous a confié le soin de veiller à une juste place des femmes dans les médias, et ça passe notamment par le fait de veiller à ce qu'il n'y ait pas de préjugés sexistes, de propos discriminants, etc., dans les émissions globalement. Vous savez que l'ARCOM peut être sollicité, on peut recevoir des plaintes de la part de tout téléspectateur ou tout auditeur sur tout type de programme. Il faut noter là-dessus très peu de séquences sur lesquelles nous sommes saisis autour de la question de la discrimination, etc. Sur 2022, c'est seulement 7 séquences sur lesquelles nous avons été alertés, 6 qui n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune suite parce que le collège de l'ARCOM a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'identifier un manquement aux dispositions de la loi. Donc c'est en réalité assez peu. Alors est-ce que c'est parce que les auditeurs et les téléspectateurs ont moins ce réflexe ARCOM que lorsqu'il s'agit d'autres types de propos? Peut-être, en tout cas, on peut espérer que c'est le signe d'une représentation de la femme de ce point de vue-là qui est assez apaisée. Merci Antoine Tabar. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo d'Isabelle Collet? En ce moment, on parle beaucoup de rôle modèle, c'est-à-dire de modèles positifs d'identification qui permettent d'aider les jeunes filles à se projeter dans les métiers du numérique. On parle aussi de femmes inspirantes, dont la carrière pourrait susciter des vocations ou encourager des femmes à aller dans ces métiers. Parfois, on se dit que l'histoire de l'informatique peut nous aider à trouver ces rôles modèles ou ces femmes inspirantes. Ada Lovelace, Grace Hopper, les programmeuses de l'ENIAC, il y a dans l'histoire de l'informatique des femmes qui ont fait des avancées scientifiques considérables. Malheureusement, elles ne peuvent pas être des rôles modèles. Bien sûr, il faut parler d'elles, ne serait-ce que pour leur rendre leur place dans l'histoire des sciences, et puis pour montrer que la science, ça ne se fabrique pas entre hommes. Par contre, elles sont trop éloignées de la réalité des jeunes filles pour qu'elles puissent devenir réellement des modèles. Alors, qu'est-ce qu'un rôle modèle? Eh bien, c'est quelqu'un qui nous ressemble, mais peut-être un pas plus loin. C'est une lycéenne pour une collégienne. C'est une étudiante pour une lycéenne. C'est une femme en entreprise qui va accueillir et peut-être encadrer une jeune femme qui vient d'entrer dans cette entreprise. C'est là qu'on arrive aux notions de marrainage. Mais on peut également avoir des marraines quand on est encore à l'école, même au collège. C'est-à-dire, on a une femme dans laquelle on peut se projeter et qui va nous ouvrir la voie. C'est important, c'est que ces femmes soient normales, comme vous et moi, pas extraordinaires. C'est difficile de se projeter dans quelqu'un qui a une carrière absolument extraordinaire. C'est même un peu écrasant comme modèle. Si elle vient un peu du même milieu que vous, du même endroit que vous, si elle peut vous ressembler, si elle a fait un peu le même genre d'études que vous, eh ben c'est plus simple de se dire, eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas pour moi? Les hommes peuvent faire également de bons parrains. Alors pourquoi? Quand les jeunes filles se projettent dans les métiers d'informatique, elles ont bien compris qu'elles vont aller dans un monde où les hommes sont largement majoritaires.
si elles ont un parrain qui a été évidemment formé aux questions de mixité, aux questions genre, ce parrain, en quelque sorte, il leur dit « Moi, je suis un homme du monde numérique, mais je crois en toi. Je crois en l'importance d'avoir des femmes. Et je suis prêt à t'ouvrir la voie. » Et c'est important de se dire qu'on va arriver dans un domaine où certes on va être minoritaire, mais que les hommes qui sont là seront ravis de nous y accueillir et de nous aider à y faire notre place. C'est pour ça, finalement, qu'on peut tout à fait avoir des parrains pour encadrer des jeunes filles qui veulent se diriger vers le numérique.